On peut y aller? Yeah! Ben, merci tout le monde. Ben, vraiment, bonjour tout le monde. J'aimerais remercier Agile Québec de me donner la chance de venir présenter devant vous aujourd'hui. Et j'aimerais vous remercier, vous, de me donner votre attention et l'énergie qui vous reste de venir voir cette présentation-là. Donc, aujourd'hui, l'expérience développeur au service de la livraison en continu. Qu'est-ce qui a changé en 2023? Quelle mentalité a changé? Avant, c'était la croissance à tout prix. On parlait d'ajouter des revenus à tout prix, on voulait capturer les parts de marché. Quand on parlait de grandir, on disait qu'il fallait qu'on ajoute des gens. Oh, ça craque un petit peu. Oh, c'est correct. Dans la dernière année, il y a eu plusieurs licenciements. Il y a eu Meta, mettons Facebook. Je me permets une traduction libre. Là. Très grosse croissance des revenus. On pensait que ça allait être permanent. Finalement, ça ne se passe pas comme ça. Google aussi, très grosse croissance, on a engagé en conséquence, mais la réalité est différente aujourd'hui. Spotify, même histoire. On avait le vent dans les voiles pendant la pandémie, on a été trop ambitieux sur la croissance de nos revenus. Finalement, il faut qu'on réduise notre équipe. Des histoires comme ça, il y en a eu plusieurs. C'est des Microsoft, Salesforce, Stripe. Il y en a eu vraiment plusieurs compagnies que ça s'est passé comme ça. Donc, avant, c'était la croissance à tout prix. Aujourd'hui, on parle de croissance efficiente. On va entendre parler d'efficience d'ingénierie. On va entendre parler d'excellence opérationnelle. On en veut plus avec moins. On veut passer de mode projet à mode produit, de output à outcome. Est-ce que ce projet-là a de la valeur? S'il n'y a pas de valeur, non, on arrête de le faire. Comment cette fonctionnalité-là rend la vie plus facile à mes utilisateurs? Si je ne suis pas capable de le voir, paf, on arrête. Donc, quand on parle de prendre la croissance aujourd'hui, on veut prendre la croissance avec plus de rentabilité et plus de résultats, plus d'impact. Et ce besoin-là, il peut être servi avec un concept fondamental du développement logiciel qui est la livraison en continu. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est comment accélérer l'adoption de la livraison continue, puis comment l'expérience développeur, c'est un outil de plus dans le but d'accélérer l'adoption de la livraison en continu. Donc, pourquoi je veux mettre l'emphase sur la livraison en continu? Pour ça, je vais devoir faire un petit lien avec l'histoire. Donc, je vous présente, il y a eu le livre Accelerate qui est sorti en 2018. Donc, l'étude a été publiée en 2018, mais l'étude a été faite pendant 4 ans de temps avec au-dessus de 23 000 répondants. Ça a été renommé comme la science du DevOps. Puis, essentiellement, ce qu'ils se sont demandé, c'est comment bâtir des organisations qui sont hautement performantes en développement logiciel. Donc, c'est quoi les capacités qui vont prédire cette performance-là? C'est quoi qui va dicter cette performance-là? Fait qu'ils en ont fait un modèle. Donc, voici le modèle qui est ressorti. On voit à droite la performance organisationnelle. On voit en vert la performance de livraison. Et à gauche, on voit les capacités techniques qui vont prédire une meilleure performance de livraison. La grosse découverte qui a été ressortie, c'est que la performance organisationnelle, elle peut être prédite par la performance de livraison. Donc ça a ouvert une très grande porte. Parce que si on peut se dire, parce que maintenant on peut se dire, mais c'est quoi qui affecte ma performance de livraison? Parce que si j'ai une meilleure performance de livraison, je vais avoir une meilleure performance organisationnelle. Et là, c'est là qu'ils ont découvert c'est quoi les capacités techniques qui permettent de prédire une performance de livraison. Et ils ont trouvé qu'il y a 4 grands facteurs qui affectent ça. Et un des facteurs est la livraison en continu. Donc, miser sur la livraison en continu va mener vers une meilleure performance organisationnelle. L'autre gain qui n'est vraiment pas à sous-estimer, c'est l'impact sur vos humains. Parce que tout devient plus facile. Faire les changements, c'est plus facile, on pense plus petit. Il y a moins de rework, il y a moins de lourdeur, il y a moins de burn-out. Votre actif numéro 1, c'est vos humains. Puis la livraison en continu apporte des meilleurs résultats à l'organisation, à vos clients et rend la vie plus facile à vos équipes. Donc,
Qui ne veut pas ça, pour vrai? Donc, je me permets de raconter, je vais vous raconter l'histoire de Simon. Donc, Simon, c'est un directeur du développement. Simon, il a lu les études que je vous ai présentées. Imaginez, il y a un produit, il y a 8 équipes avec lui. Chaque équipe est différente. Il y en a en Scrum, il y en a en Kanban. Simon, c'est un directeur, donc il a la pression d'aller plus vite. Donc, ses boss, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez pour leur argent. Il y a souvent des retards de livraison. Il aimerait ça être plus prévisible. Et là, il y a un bonhomme qui arrive dans l'histoire. Il parle avec Simon. Comment je fais être plus prévisible? Comment je fais réduire les inefficiences? Je suis tanné des délais, je suis tanné des débordements. J'ai beaucoup de monde. Il faut qu'on livre, mais à la fois, je veux être aussi meilleur. Fait, par où je commence? Et là, vous l'avez sûrement deviné, mais le bonhomme qui était avec Simon, c'était moi. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente rapidement. Je m'appelle Alexandre Walsh. Je suis VP Ingénierie et cofondateur chez Nexap. Je suis aussi chef de produit de Accessify. Donc, Nexap, on est rendu à environ 80 employés. On a parti ça en 2014. Donc, on va fêter nos 10 ans cette année, là. Donc, ça fait beaucoup de bougies sur un gâteau. Et, notre cause, nous, c'est d'améliorer le futur de l'ingénierie logicielle. Donc, on est sur une mission d'outiller les équipes à bâtir des produits qui ont plus d'impact. Et je suis aussi impliqué dans le cours de qualité et métrique du logiciel à l'Université Laval. Donc, l'ingénierie logicielle, moi, ça me passionne beaucoup. Puis, je suis content de voir qu'on a une armée de gens aussi qui nous suivent et qui croient en notre mission. Donc, comment commencer? Bien, la première étape, ça va être de se mesurer. Fait que tantôt, on parlait de la performance de livraison. On va se mesurer avec quoi? On va se mesurer avec les 4 métriques clés qu'on a vues de l'étude de tantôt. Donc, parce qu'on le sait, parce que si on est capable, la performance de livraison prédit la performance organisationnelle, donc on va aller chercher ces 4 métriques clés-là. Donc, je me permets juste de les présenter rapidement. Donc, il y a ce qu'on appelle le lead time for change. Donc, c'est le temps que ça prend pour apporter un changement en production. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fréquence de déploiement. Donc, c'est combien de fois qu'on est capable d'apporter un changement dans les mains d'un utilisateur en production. Ensuite, il y a le change failure rate, qui est, on apporte des changements. C'est quoi le pourcentage de ces changements-là qui vont mener à un incident? Par exemple, une panne de service, votre système il tombe down, peu importe. Et le dernier, qui est le time to restore service, c'est quand on a un incident, donc quand j'ai une panne, ça me prend combien de temps réparer cette panne-là ou remettre mon système sur pied. Ça, c'était en 2018. Là. Depuis que le livre est sorti, il y a eu quelques changements. Donc, en 2023, juste pour indiquer, on ne parle plus de time to restore service, on parlait plus de le temps pour récupérer après un échec de déploiement. Et il y a aussi une 5e métrique qui est toujours là, qui est la fiabilité. Donc, est-ce que vos services sont disponibles et performants? Donc, on parle de performance opérationnelle. Et souvent, c'est traité à côté de la performance de livraison. Donc, elle est présente, mais vraiment importante aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 2 métriques, donc les 2 en haut qu'on voit, qui sont orientées sur la vitesse, et il y a 2 métriques qui sont orientées sur la stabilité. Donc, on ne veut pas optimiser juste la vitesse, puis on ne veut pas optimiser juste la stabilité, on veut optimiser les 4 métriques en même temps. Et la beauté de la chose, c'est que la livraison en continu permet ça. Donc, parfait. On revient à Simon. Simon, ça devient sa mission. Je vais être capable d'aller chercher mes métriques. On est capable. Donc, imaginez, j'ai fait un magnifique tableau ici. Imaginez qu'il est capable d'aller récupérer ses équipes. Il voit la tendance de ses équipes. Il peut même voir la variation depuis, mettons, la semaine passée. Puis ça l'amène à pouvoir se poser des questions. Donc, il pourrait se dire, ah, OK, l'équipe A, je remarque que depuis la semaine passée, la fréquence de déploiement, plus 90 c'était pourquoi? Donc, je vais aller creuser ça. Donc, il creuse. On voit mieux à gauche. Peu importe. Excusez. Donc, on peut voir la tendance des 4 métriques clés de Dora. Et on le voit, mettons, en haut à droite, depuis un certain temps, la tendance, elle augmente. Et là, quand je parle avec Simon, la question que je me fais souvent poser, c'est beau, je suis allé chercher mes métriques, mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Dans le sens, comment je fais améliorer mes métriques de Dora? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 métriques clés-là, c'est ce qu'on dit en anglais un lagging indicator. Ce que ça veut dire, c'est que
c'est que j'ai les données seulement après avoir livré. Donc, j'ai seulement les données à la fin. Fait qu'on livre et c'est comme si je prends un snapshot, pouf, puis je peux récupérer les métriques et on fait ça en continu. Et donc, ça crée vraiment comme c'est un benchmark que vous avez. Pour améliorer les métriques de Dora, ce n'est pas en regardant les métriques de Dora. Ce que vous allez faire, c'est en rendant visible votre chaîne de valeur. Fait qu'on va chercher à optimiser cette chaîne de valeur-là et on va la rendre visible. Donc, c'est quoi une chaîne de valeur? On va faire des exercices de ce qu'on va appeler, on va utiliser un outil qui est le Value Stream Mapping. Donc, le Value Stream Mapping, ce que ça permet de faire, c'est de, rendre visible la chaîne de valeur, puis d'avoir vraiment une bonne compréhension de comment une unité de valeur traverse, voyage entre sa création, donc exemple la demande d'un client, jusqu'à temps qu'il l'ait réellement dans ses mains à la fin. Donc, ça part tout le temps avec un client et ça finit tout le temps avec un client. Donc, on voit vraiment bien comme toutes les étapes nécessaires pour qu'une idée traverse pour se rendre jusqu'au client. Et là, ceux qui en ont déjà fait, c'est une version extrêmement simplifiée, s'il vous plaît, tirez-moi pas des roches. Mais donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut voir s'il y a des longues étapes, on peut voir s'il y a des délais entre des étapes, on peut voir s'il y a des end-off, dans le sens qu'est-ce qu'on se passe la POC d'une équipe à l'autre, est-ce qu'on se passe la POC entre deux départements, entre affaires ou design ou développement. Donc, c'est vraiment intéressant pour identifier où nos inefficiences, comment on peut raccourcir le cycle et comment livrer plus tôt au marché. Donc, moi, je travaille avec Simon. Donc, c'est la deuxième chose qu'on va faire, c'est un exercice comme ça. On a récupéré nos métriques de Dora, on va faire un atelier de Value Stream Mapping comme ça. Puis là, je vous le dis, là, à chaque fois qu'on fait un exercice comme ça, c'est très révélateur. Ça met les choses en perspective et ce que j'aime, c'est que ça fait poser beaucoup de questions et ça amène beaucoup de constats. Donc, dans ce cas-ci, avec Simon, on a eu 3 constats. Le premier, c'est, j'allais dire au début, là, Simon, c'est un directeur, il y a beaucoup de pression de livrer plus vite. Puis on avait tendance à, quand on se dit livre plus vite, on regarde le développement, puis on veut que tu développes plus vite. Mais là, on le voit là, que c'est 6 jours dans tout le processus. Fait que si je me force, puis je le baisse à 3 jours ou 2 jours, c'est-tu vraiment là qu'on va avoir le plus d'impact? Donc, première question qui se pose. Deuxième chose qu'il voit, c'est 21 jours de planification. Dans le cas de Simon, on passe des journées complètes à planifier, à tout décortiquer le travail, à estimer le travail. Donc ça aussi, ça fait poser des questions. Dans le sens, est-ce qu'on a besoin de tout ce détail-là aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui arrive si on change d'idée finalement en cours de route? Qu'est-ce qui arrive si on a une nouvelle demande qu'on doit répondre en cours de route? Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la perspective du client aussi, quand il y a une idée qu'on veut venir y porter de la valeur, le tiers de notre cycle de développement en ce moment, c'est nous, dans une salle, qui planifie et qui estime. Fait qu'on n'est pas en train d'y apporter de la valeur. Là. On a le tiers de notre cycle que c'est nous qui est en train d'estimer. Fait que ça, c'est vraiment important parce qu'il y a probablement un moyen de capturer plus de valeur ou d'être plus efficient sur comment on apporte de la valeur à nos clients. Et il y a un troisième constat qui est, on remarque qu'on déploie seulement à la fin du sprint et on fait des sprints de 2 semaines. Donc, ça fait qu'on ajoute artificiellement comme 10 jours de délai dans notre processus pour le client parce qu'on déploie à la fin du sprint. Donc, ça aussi, ça fait poser des questions parce que là, il y a un beau potentiel et un beau gain pour l'organisation. Donc, maintenant qu'on a des données, est-ce que ça veut dire qu'on a toute l'histoire? Vous fiez uniquement aux données, ça comporte un risque parce que les données, ils n'ont pas tout le contexte. Dans un monde idéal, on aurait des données qui sont qualitatives et selon le qualitatif que vous recevez, ensuite, vous pourriez creuser dans les données quantitatives. Fait que je vais donner un exemple vraiment simple. Imaginez que vous allez récupérer le nombre de commentaires sur une pull request. Donc, vous avez la donnée, c'est du quantitatif. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires parce que c'est de la mauvaise qualité? Ou à l'inverse, c'est-tu qu'il y a beaucoup de commentaires parce que c'est un senior qui donne du bon feedback à un junior? Donc, juste la donnée, ça ne donne pas ce contexte-là. Donc, on va aller chercher plus de contexte. Dans une entrevue avec Nicole Forgreen qui a l'idée de la recherche dans le livre Accelerate,
Je vais me permettre une traduction libre de l'entrevue. Là. Elle, ce qu'elle disait essentiellement, c'est pour améliorer la performance de vos systèmes, il faut utiliser une approche basée sur les contraintes. Il y a 3 options pour le faire. La première, c'est par les métriques de Dora. La deuxième, c'est par le Value Stream Mapping. Puis le troisième, c'est de tout simplement demander à vos gens sur quoi ils souffrent le plus souvent. Le dernier point, quand j'ai lu ça le premier coup, ça m'a quand même fait rire. Puis à la fois, je trouve que c'est extrêmement aligné avec la philosophie du Continuous Delivery de Dave Farley, que lui, ce qu'il dit, c'est si ça fait mal, faites-le plus souvent. Donc, c'est de demander à vos gens, qu'est-ce qui fait mal? Puis quand on y repense, ce troisième point-là, on pourrait le renommer par l'expérience développeur. Dans le fond, c'est de récupérer c'est quoi les frictions que l'équipe vit qui les freinent à être plus performants. Donc, Nicole Frostgreen et avec d'autres personnes, oui, ils ont fait l'étude de Dora, pas l'étude de Dora, mais c'est le groupe, ça, mais l'étude dans le livre Accelerate. Ils ont sorti le framework de Space plus tard, et l'année passée, ils ont sorti un nouveau framework sur l'expérience développeur. La définition qu'ils en ont donnée de c'est quoi l'expérience développeur, c'est comment les développeurs ils perçoivent, réfléchissent et valorisent leur travail. Ils ont découvert qu'il y a 3 grands piliers qui vont affecter l'expérience. Donc, il y a les boucles de rétroaction, donc les feedback loops. Il y a ce qu'on appelle la charge cognitive. Et il y a ce qu'on appelle, c'est tough à traduire, mais c'est comme la capacité à être concentré. À quel point que je suis capable d'être absorbé par mon travail et d'être engagé puis d'être concentré. Donc, en anglais, ils appellent ça le flow state, ou des fois, ils appellent ça comme est-ce qu'on est in the zone, par exemple. Donc, ils en ont fait un framework pour aider les gens à pouvoir prendre des actions rapidement et être plus productifs. Donc, le framework, en théorie, il ressemble à ça. Là. Je veux juste vous le présenter rapidement puis vous dire que ça existe. Je ne vais pas vous montrer toute la théorie en arrière, mais je veux juste vous montrer le potentiel puis le lien qu'on va pouvoir faire avec la livraison continue et bâtir des équipes plus performantes. Donc, j'attire votre attention sur, il y a un premier cercle gris au centre qui est, l'expérience développeur est là. On le voit avec les 3 piliers. Ensuite, il y a à gauche, c'est les facteurs qui vont affecter l'expérience développeur. Donc, c'est où qu'il y a de la friction dans qu'est-ce qu'on vit? C'est surtout dans ces 25 facteurs-là qu'on va le trouver. Donc, on est vraiment dans une perspective de comprendre c'est quoi l'expérience qu'on a en ce moment. Et ensuite, à droite, on a il y a 3 choses qui sont là. La première, c'est les barrières à l'amélioration. Donc, qu'est-ce qui nous freine à s'améliorer? La deuxième, c'est en haut, les stratégies d'amélioration. Donc, comment on peut s'améliorer? Et en bas, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Donc, ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est quoi les comportements qu'on a qui fait qu'on freine ou qu'on ne veut pas s'améliorer, essentiellement. Donc, à droite, on est vraiment dans comment améliorer l'expérience. Donc, comprendre et s'améliorer de l'autre côté. Personnellement, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce framework-là, c'est vraiment les 25 sociofacteurs qui déterminent l'expérience développeur. Parce que ça met un cadre sur c'est qu'est-ce qu'on peut regarder pour trouver des pistes d'amélioration ou pour savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser. Donc, on s'entend que si la majorité de vos gens ils critiquent votre déploiement parce qu'il pourrait être plus facile, il pourrait être plus automatisé, on voudrait le faire sur le demande, puis qu'en plus, c'est vraiment important pour eux, ça devient plus facile de savoir c'est quoi notre prochain thème qu'on devrait se concentrer dessus qui pourrait avoir de l'impact. Puis en plus, en enlevant les frictions, ça fait en sorte qu'on va être capable de raccourcir le cycle de développement. Donc, on va être capable d'apporter plus tôt au marché avec plus de qualité et donc on va avoir une meilleure performance de livraison. Là, les 25 sociofacteurs, ce que je voulais faire, c'est juste vous montrer comme les grandes catégories de c'est quoi pour que vous l'ayez. Apprenez-le pas par cœur, on va faire des liens ensuite. Là. Donc, la première catégorie, il y a développement et release. Donc, imaginez comme tout ce qui touche au côté technique, exemple, la santé du code. Ensuite, il y a la gestion du produit. Donc, tout ce qui touche bâtir le bon produit. Donc, ça pourrait être exemple, est-ce qu'on y va itérativement, est-ce qu'on a notre mot à dire, est-ce qu'on crée de la valeur, etc. Ensuite, il y a collaboration et culture. Donc, c'est tous les facteurs relationnels que les gens ont, puis la manière que ça peut les nuire ou aider dans leur travail. Donc, ici, il y a surtout la sécurité psychologique qui a un gros impact.
Et finalement, il y a flux et réalisation des développeurs. Donc, à quel point on est capable de faire notre travail avec autonomie, avec aisance, avec engagement, et comment on perçoit notre futur dans la compagnie. Donc, d'un côté, si j'ai l'autonomie de faire mon travail, ben, j'ai des chances d'être plus productif. De l'autre côté, si je ne sais pas si je vais avoir un job demain matin, ben, ça se peut que je sois plus stressé et que je sois un petit peu moins productif. Donc, ça l'affecte l'expérience, veux pas. Donc là, je vous ai montré le framework et l'expérience développeur rapidement. On revient à Simon. On avait fait l'atelier de Value Stream Mapping. Donc, c'est quoi les liens qu'on va vouloir faire ensemble? Avant, c'est l'idée principale de l'expérience développeur, c'est vraiment d'être capable de combiner des données qui sont qualitatives, donc la perception qu'on va avoir, et avec des données de votre système, donc du quantitatif. Donc, des exemples que ça va créer, c'est, ça se peut que vous ayez des révisions de code qui se font vraiment rapidement, mais de l'autre côté, vous avez vos développeurs qui vont dire que ça les dérange pareil parce que ça les interrompt tout le temps dans leur travail. Et à l'inverse, ben, ça se peut que votre équipe dise qu'ils sont vraiment satisfaits avec leur pipeline d'intégration continue, mais que de l'autre bord, ben, les données disent qu'on est de plus en plus lent, puis qu'on vient de dépasser un threshold, qu'on n'est pas satisfait avec ça, c'est juste trop lent, ça nous nuit trop. Donc, en ayant les deux, ben, ça permet de contraster, puis de savoir ben, où on peut peser pour s'améliorer. Comment on peut récupérer des données qualitatives? Ben, il y a plusieurs façons. Il y a par les sondages, qui est la façon la plus courante. Donc, ça peut être une approche qui est structurée, ça peut être une approche qui est plus ad hoc. Ça pourrait être, exemple, après, à des moments plus stratégiques, exemple, après une notif qu'on envoie après un build pipeline pour avoir un feedback. Sinon, ça peut être plus informel aussi, mettons, dans vos rétros et dans vos one-on-one. Donc, dans un monde idéal, vous le ferez par une approche par des sondages qui est plus critique pour avoir plus crucial pour avoir votre information. Donc, vous allez être amené à poser des questions sur les facteurs ou les catégories. Puis, en fait, juste comment monter des sondages, ça peut être une présentation en soi. C'est quand même vraiment complexe, là, parce qu'ils doivent être vraiment bien designés, bien testés, que tout le monde interprète la question de la même façon et pour qu'ils soient fiables. Mais essentiellement, ce qui va se passer dans un sondage, c'est que les gens, vont être capables de noter le facteur, ils vont être capables de vous laisser un commentaire puis vous dire si c'est important. Puis ensuite, vous allez pouvoir creuser par équipe ou par catégorie, puis etc., puis mieux comprendre. Donc, Simon, en parlant avec son équipe, il a reçu un premier message de Mathieu qui disait le build est quand même long et même qu'il brise une fois de temps en temps. Rendu là, on aime mieux déployer une seule fois à la fin du sprint. On aime mieux déployer une seule fois à la fin du sprint. Donc, premièrement, moi, je trouve ça vraiment hot comme commentaire, puis comme situation. Et quand Simon il entend ça, il entend plusieurs choses. La première, c'est l'automatisation n'est pas parfaite de notre build pipeline. Si on le voit, le pipeline n'est pas déterministe, donc il n'est pas fiable et répétable comme on souhaite d'un pipeline de CI. Deuxième chose, c'est que c'est lent. Dans leur cas, ça prenait 50 minutes. Donc, c'est vivable, mais imaginez si on était capable de le descendre, par exemple, à 30 ou 20 ou 10 minutes. À 50 minutes, c'est juste assez long pour que c'est sûr que je me repars une tâche à côté et que je change de contexte. Puis surtout, la troisième chose qu'on va entendre, c'est un mécanisme de défense de la part de Mathieu, dans le sens que dans le framework, il a dit qu'il y a des mécanismes de défense. Donc ici, on voit comme ce qu'on appelle un manque d'engagement, mais au sens de c'est tellement rendu normal, qu'est-ce qu'ils vivent, que c'est comme ça depuis tellement longtemps qu'on accepte ça comme norme plutôt que de challenger le statu quo. Ici, Simon, comment il s'est pris, c'est qu'il a pris Mathieu, puis il s'est entendu avec sur, bon, là, on va te mettre sur une mission sur quelques sprints. Là. Ce qu'on veut, c'est que tu stabilises itérativement notre build pipeline pour qu'il soit déterministe, puis je vais te donner du temps. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, ensuite, le gain était quand même incroyable. Puis le gain, là, c'est pas juste, hey, on a un pipeline stable, puis c'est hot. Là. Donc, c'est, maintenant, c'est facile de déployer. Donc, déjà une friction de moins. Mais c'est surtout, c'est qu'en cours de route, maintenant que c'est facile de déployer, l'équipe a pu prendre une décision qui est vraiment importante. C'est que maintenant, on est capable de déployer automatiquement à chaque fois qu'une pull request se merge et on envoyait ça sur un environnement de pré-production. Donc, on ne va plus déployer une seule fois à la fin du sprint, ça va se faire en continu. Donc, pour l'équipe et l'organisation, imaginez, là maintenant, tu as toute une armée de gens qui sont capables de pousser des changements directement en pré-production. Dans leur cas, il y avait, c'est en arrière d'un feature flag.
Et pour les utilisateurs, dans leur cas, il y avait des utilisateurs qui disaient alpha, donc qui avaient accès à des fonctionnalités plus tôt. Bien, eux, ils tripaient bien raide, là, dans le sens qu'ils étaient habitués à avoir des changements juste une fois ou 2 semaines, puis pas tout le temps. Bien là, à l'inverse, ils étaient capables d'avoir des changements à tous les jours, là. Ils étaient sur la page, puis il y a des choses qui popaient à tous les jours, puis ils voyaient ça se construire quasiment en temps réel. Donc, imaginez les opportunités que ça a créées pour avoir du feedback rapide sur votre produit. Puis même l'impact, en fait, sur la chaîne de valeur, ça s'est raccourci de 10 jours. Puis le 10 jours, ce qui est hot, c'est que c'est un gain qui est permanent. Ce 10 jours-là, on l'a gagné pour la vie, là, pour tout le reste du futur, là. Donc, c'est un gros gain pareil. Une autre histoire, Frédéric, développeur senior. On a beaucoup de retours de tests. Ça bloque dans cette colonne-là. On dirait que ça s'empile. On dirait que c'est infini. Puis, je n'ai pas l'impression qu'on progresse. Ça aussi, c'est intéressant comme histoire. Frédéric a décidé de parler plus fort. Puis là, c'est drôle que je dise ça de même, mais ça peut paraître évident. Mais en fait, c'est une stratégie qu'il propose aussi aux individus dans le framework, dans le sens de oser parler. Parce que si on n'ose pas parler, ben, il n'y a rien qui va changer. Donc, Frédéric était vraiment tanné, puis là, il le mentionne. Il le fait. Dans leur cas, juste pour l'imaginer rapidement, imaginez qu'il y avait leur flux de travail avec quelques colonnes comme ça. Quand c'était un bug qu'ils trouvaient en QA, ils rajoutaient un bug en sous-tâche. Comme jusqu'ici, OK, c'est normal, on veut y aller comme ça. Mais quand il y avait un feedback produit, exemple, il y a quelqu'un qui disait hey, finalement, les 3 points ici dans la page, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait. Moi, c'est plus, mettons, de cette façon-là. Il ajoutait ça en sous-tâche aussi à la user story. Puis la raison qu'il se donnait, c'était on n'a pas assez bien planifié. On aurait dû plus planifier en amont parce qu'on l'aurait trouvé, en fait. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça fait que les choses s'empilent puis ça stagne dans cette colonne-là. Puis ça, Frédéric, ça le tannait, là. Des bugs, ça va arriver, c'est normal, mais on ne peut pas tout prédire d'avance. On ne va pas tout le temps réussir du premier coup. Donc, même si le user nous dit « Ouais, cette maquette-là que tu me présentes, là, c'est exactement ça que je veux », quand vous allez les mettre dans les mains, finalement, il va découvrir que ouais, finalement, il y a peut-être certains points-là que je voudrais qu'on change. Ça, c'est du feedback, c'est de l'apprentissage, puis on va le considérer juste comme une nouvelle petite tâche au lieu de l'empiler. Fait que ce que ça a créé, c'est les retours, on les traite comme une nouvelle tâche au début. La user story, on pouvait la mettre à donne. Puis ça, ce que ça crée, c'est qu'on fait des plus petites user stories. Donc, est-ce que j'ai rendu la vie plus facile à mon client, à mon utilisateur? Oui, parfait, je peux la mettre à donne. La prochaine chose, ça va être une nouvelle petite tâche. Donc, chaque petite chose qui te rend la vie plus facile, on la découpe et on la priorise. J'aime mieux te livrer 3 petites choses les uns après les autres que de livrer un plus gros item, puis de me tromper, puis de devoir m'adapter là-dessus. C'est vraiment subtil là, comme changement, mais ça a eu un impact significatif sur l'équipe. Premièrement, les tâches ne bloquaient plus dans la colonne, donc c'est une première victoire qu'on va prendre. Deuxième victoire qu'ils ont eue, c'est qu'ils pouvaient traiter chaque feedback de façon indépendante. Ils pouvaient le prioriser ou le déprioriser. Puis surtout, ça l'a permis d'apporter plus tôt dans les mains de l'utilisateur. Fait que dès qu'on apprenait quelque chose, on était capable de faire une petite tâche, puis on pouvait la faire. Donc, ça a permis surtout d'enlever un contrôle de qualité. Ce que ça veut dire, c'est que même si on faisait des démos, même si le PO il passait par-dessus, même s'il y a 2 personnes qui devaient réviser votre pull request, le user il allait quand même nous faire ces feedbacks-là et on devait quand même s'adapter. Donc, il ne faut pas nécessairement plus planifier. On est mieux de livrer plus petit, plus fréquemment, que de livrer trop tôt, plus gros. Donc, si on revient au commentaire initial de Frédéric, ça a eu un impact aussi sur le value stream, sur la chaîne de valeur. Puis je trouve qu'ici, c'est un bel exemple d'avoir combiné une donnée qualitative avec une donnée quantitative. Dans le sens que je n'aurais pas cherché à creuser dans cette zone-là en premier, parce que les plus gros gains n'étaient pas nécessairement dans cette zone-là. Mais par contre, parce que j'ai eu le commentaire, puis c'était vraiment un gros irritant important pour l'équipe, j'ai fait « Ah, OK, hey, on va creuser ça, il y a de quoi à creuser là-dedans. » Donc, ça l'a permis ça. Autre situation, Marco, Team Lead. On décortique dans le détail tout ce qu'on fait et on prend des jours complets pour le faire. Finalement, la semaine d'après, c'est plus ça le plan.
Marco, dans son contexte, il est dans un contexte que, comme planifié à coût de 3 mois. Puis assez dans le détail, puis surtout, il doit tout estimer le travail de cette planification-là. Puis Marco, il se plaint parce que ça le frustre. Il est comme, le fait de planifier, de décortiquer du travail, ce n'est pas ça qui me frustre, ça c'est bien correct. Il faut qu'on soit capable d'avoir un plan. Mais ce qui me frustre, c'est d'investir autant de temps sur une planification, puis qu'on change d'idée. Puis je le sais que ce ne sera pas la dernière fois qu'on veut changer d'idée, parce que c'est important qu'on soit capable d'être agile d'un côté, mais à la fois, pas perdre un investissement de temps comme ça. Donc, Simon, il entend ça. Là, ça, c'est une situation qui était plus compliquée à traiter. Donc, parce qu'il y avait plus de monde à influencer dans cette situation-là. Marco, il y a eu plusieurs discussions pour amener à comment réduire le trouble des estimations de tout estimer d'avance. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de placer les gros morceaux dans la roadmap sur le 3 mois comme prévu, et en ordre de priorité. Ils ont décortiqué les tâches comme ils faisaient avant, sauf qu'ils cherchaient à voir est-ce qu'on a des dépendances d'équipe. J'ai-tu un rendez-vous à planifier déjà avec une autre équipe, déjà que je dois savoir d'avance. Donc, il y avait ce besoin-là aussi. Mais surtout, le gain qu'ils voulaient aller chercher, c'est est-ce que le besoin des estimations, on peut l'avoir juste au niveau des sprints et non le 3 mois, puis d'accepter qu'on ait un aperçu peut-être un peu plus high level du prochain 3 mois. Donc, avec le temps, ils ont réussi à aller vers là, même si je dirais que ce n'est pas la situation la plus idéale. Ça a quand même eu un gros gain dans leur situation, parce que ça fait qu'au lieu d'estimer des 3 mois complets, ils ont estimé juste leur sprint qui était 3 semaines. Donc, c'est quand même une belle amélioration. Puis ça les a mis dans une position aussi ce qu'ils avaient planifié initialement, ça arrivait quand même souvent qu'ils se disaient hey, finalement, cette feature-là qu'on avait prévue, on va la redéplacer prochain trimestre. On voit qu'à l'inverse, il y a telle fonctionnalité ici dans notre système qu'on va lui donner plus d'amour. On voit que ça fonctionne plus, les users ils l'aiment plus, et c'est là-dessus qu'on veut plus investir. Puis parfait, dans le fond, parce que c'est ça, l'agilité, c'est d'être capable de répondre rapidement à la demande, puis de pouvoir pivoter rapidement pour répondre à cette demande-là. Donc, on va sortir des histoires une minute, là. On va revenir à l'état. Ce que je voulais faire remarquer, c'est comment que Simon danse entre le qualitatif et les données qu'il a. Donc, en combinant la perception de son équipe et en regardant les données de son système, ici qui était la chaîne de valeur, ça lui a permis de créer un contraste. Ça lui a permis de creuser des points qui soupçonnaient moins, puis d'améliorer les points qui faisaient plus mal. Puis il a pu les corriger et passer au prochain, puis répéter et répéter. Une remarque que je voulais partager, c'est que l'expérience développeur, premièrement, ce n'est pas une question d'outils. C'est vraiment de réduire les points de friction qui vont nuire à la productivité. Parfois, ça va être organisationnel. Exemple, si c'est un gros problème d'infra ou un build time qui est excessivement long, ça se peut que ça demande l'attention des leaders ou d'avoir des équipes dédiées pour ça. Exemple, dans l'histoire de Marco de tantôt, c'était plus ça. J'ai besoin de l'attention de Simon pour qu'il m'aide là-dessus. Parfois, ça va être local aussi. Mettons, on est l'équipe ensemble, c'est minimiser les meetings qu'on a, on est capable d'avoir du travail plus clair ensemble. Exemple, comme dans l'histoire de Frédéric, c'était beaucoup plus ça. C'est à nous, en tant qu'équipe, de mieux travailler ensemble pour être plus efficient. Donc, l'expérience développeur, ce n'est pas juste à l'organisation de travailler, ce n'est pas juste à l'équipe de développement de travailler, c'est à tout le monde. Je travaille avec toutes sortes de clients. Je vois toutes sortes de situations. Des fois, c'est vraiment hot, puis des fois, c'est plus challengeant. Puis, un comportement que je vois souvent, c'est des boss puis des stakeholders qui tapent du pied, puis quand on regarde l'équipe de développement, puis c'est livrez-moi plus de fonctionnalités, genre coder plus vite. Honnêtement, le besoin en arrière, il est totalement légitime, parce qu'amener la création de valeur, ça passe par apporter des changements au produit. Moi, quand j'entends des phrases « comment livrer plus vite », pour moi, il faut faire une traduction directe de comment livrer plus tôt et plus fréquemment. Puis on l'a vu tantôt, c'est rare là, que votre bottleneck, là, ça va être le développement, là, dans la zone de développement. Là. Les vrais gains d'efficience sont beaucoup plus souvent en amont ou après la phase de développement. Donc, il y a deux grands freins que je vis constamment. Il y a pas,
il y en a plusieurs, mais les deux grands que je vis le plus souvent, le premier, c'est qu'on pense trop gros, puis le deuxième, c'est qu'on ajoute des contrôles de qualité. Donc, je vais vous les expliquer rapidement qu'est-ce que je veux dire. Quand on pense trop gros, qu'est-ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Là. À un moment donné, on avait un client qui, un peu comme je vous disais tantôt, là, il s'imagine la maquette au complet, là, puis lui, dans sa tête, il est convaincu que j'ai besoin de toute la maquette pour que ça marche. Je ne peux pas livrer si je n'ai pas tout. Puis, OK, parfait, on va commencer de même. Nous, notre premier job ici, c'est au minimum d'être capable de décortiquer cette maquette-là pour faire vraiment plusieurs petits livrables. Je ne te ferai pas un gros livrable, on va en faire plusieurs. On va les mettre dans l'ordre, puis notre job, c'est de te livrer des incréments à tous les jours. Puis idéalement, on veut que le user final soit capable de les voir, puis on va les mettre dans ses mains, direct en production. Puis ce qui est arrivé, c'est que rendu à 50 % de la maquette, il y a le client qui nous a appelé et qui a dit « Hey, avec ce que j'ai, là, ça répond déjà à mon besoin. » Oh! Puis nous, en théorie, là, on avait 50 % de cette maquette-là de fait. Puis en théorie, il nous restait encore 3 semaines de développement. Là. Fait est-ce que le dernier 50 % de ce qui nous reste vaut encore aussi cher ou à la même valeur que ce qu'on estimait initialement? Je ne pense pas. Fait imaginez la puissance de l'option qu'on vient d'offrir à l'organisation. Imaginez le coût d'opportunité qu'on vient de donner à l'organisation. Puis des histoires comme ça, honnêtement, j'en vis à tous les jours. Parce qu'on pense qu'on veut tout, on pense qu'on a besoin de toute la fonctionnalité. Il faut vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment penser en termes de outcome. Donc, c'est quoi les comportements usagers qu'on veut obtenir qui vont créer de la valeur dans votre produit? Donc, c'est comment qu'on lui rend la vie plus facile là, à cette personne-là. Puis les meilleures équipes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des très petits pas excessivement vite, puis qui sont capables d'observer puis d'apprendre de ça par les feedbacks qu'ils reçoivent. Donc, c'est ça qu'ils cherchent à faire. La deuxième chose que je veux partager, c'est quand on se trompe, pas si, là, quand on va se tromper, on réagit. Puis on réagit en voulant empêcher les erreurs. Fait qu'on va mettre des contrôles de qualité. Puis j'ai le goût de vous dire quelque chose. En ce moment, vous avez déjà un processus de travail, de livraison. Puis vous avez déjà des contrôles de qualité en place. Exemple, vous allez avoir un PO qui valide avant de mettre en production. Vous allez avoir 2 personnes qui approuvent une pull request. Vous allez avoir plein de contrôles comme ça. Puis même avec ces contrôles-là, vous avez quand même des bugs. Puis vous allez quand même avoir des feedbacks sur vos fonctionnalités puis qu'est-ce que vous créez comme valeur pareil. Fait que vous avez plus à gagner d'être capable d'apporter des changements à tous les jours, puis à la limite de réparer qu'est-ce qu'on vient de faire plus rapidement. Puis vous avez plus à gagner d'être comme ça que d'ajouter des contrôles de qualité dans l'illusion que ça ajoute à la qualité. Ta qualité, elle va être built-in dans ta façon de travailler. Puis une façon de l'avoir, c'est par l'automatisation. Oui, CI, CD, mais aussi par les tests automatisés, par exemple. Puis quand tu déploies directement en production, là, je vais vous le dire, tu n'as pas le goût de briser le produit que tu as. Fait que tu es vraiment plus soucieux, puis tu cherches plus à mettre les bons tests en place, puis que ça marche, qu'est-ce qu'on a fait. Fait que bref, c'est de chercher à avoir moins de contrôle de qualité, puis augmenter la qualité par l'automatisation. Donc ça va vous amener à raccourcir votre cycle de livraison, puis d'avoir plus de feedback plus tôt, puis plus fréquemment. La majorité des business, là, vous êtes une entreprise numérique. Donc, votre développement logiciel, c'est le cœur de votre business. Donc, dans cette idée-là, on cherche à optimiser pour que la valeur se capture le plus fréquemment possible, puis d'être capable de s'adapter suite à des feedbacks. Puis c'est comme ça que les meilleurs y gagnent. Puis c'est pour ça que je voulais vous parler du Developer Experience, parce que je trouve que ça met l'accent sur les catégories ou les facteurs de où est-ce qu'on peut être meilleur. Gartner, ils ont fait un sondage en avril dernier, en 2023, puis, sur les leaders d'ingénierie. Puis 58 % de ces leaders-là disaient que, premièrement, le Developer Experience est critique aux yeux des exécutifs dans notre compagnie. Et l'autre chose qu'ils disaient, c'était l'expérience développeur, ça améliore la productivité, mais surtout, c'est critique pour attirer et garder les talents qu'on a. Donc, pour une croissance efficiente, c'est la quête vers la livraison en continu.
Donc, c'est de chercher à optimiser pour que votre flux de développement soit rapide, soit soutenable et sans friction, donc l'expérience développeur. Et c'est ça, là, ça va devenir un de vos avantages compétitifs. Donc, merci. Bonjour, si vous avez des questions, soyez pas timides. Le micro est ici, fait que vous pouvez venir faire la file. Puis on a quand même du temps pour plusieurs questions, alors gênez-vous pas. Bonjour. Salut. Ma question, on parle le frein numéro 2 sur les contrôles de qualité. Ouais. Je vous ai entendu parler de pull requests. Est-ce que ça veut dire que ça serait à ne pas faire? Je veux dire, dans plusieurs cas, les pull requests, c'est majoritairement aussi vérifier si on suit bien les standards de l'entreprise et tout. Dans le fond, si l'idée des pull requests est encore bonne, d'une façon plus, je veux dire, puriste, exemple, pour que votre flow soit le plus fluide possible, ce que je dirais, mettons, mon heuristique, c'est de favoriser des activités qui sont plus sociales. Donc, le pair programming, le mob programming, exemple. Et quand que tu fais ce genre d'activité-là, le concept de pull request devient comme pas nécessaire. Mais là, dépendamment de vous êtes rendu où dans votre aventure, il y a quand même, des fois, c'est de faire évoluer la mentalité pour se rendre là. Ou des fois, c'est comme on travaille en pair programming, on fait quand même une pull request juste pour se réviser rapidement. Mais l'idée, c'est, en fait, les pull requests, l'autre contrainte que ça crée, c'est que ça fait que votre travail est asynchrone. Exemple, tu vas l'ouvrir, tu vas l'envoyer à quelqu'un, puis là, toi, en attendant, tu ne veux pas attendre. Fait que tu repars une nouvelle tâche. Fait que là, tu reviens de remettre, tu viens d'augmenter ta charge mentale. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, il va l'apprendre peut-être juste demain, matin ou dans 3 jours. Puis ça crée du délai artificiel. Fait que si tu veux optimiser pour ton flux de développement puis la rapidité pour amener plutôt au marché, tu vas tendre à des activités qui sont plus synchrones, donc travailler plus ensemble sur moins de choses, puis de bonnes chances que les pull requests ne soient plus dans votre flow. Merci. Salut. Salut, Pierre. Tantôt, dans les métriques d'Aura, tu parles du change failure rate. As-tu un retour d'expérience pour être capable de le capturer adéquatement? Parce que les incidents des hotfix, c'est facile à savoir, mais savoir qu'un bug est causé par quelque chose d'autre, comment tu fais au niveau de traçabilité pour obtenir ça? Hey, c'est une bonne question. C'est un pain que vraiment beaucoup de gens vivent, là, puis je nous inclus là-dedans. En fait, c'est que la notion d'incident, c'est qu'il y a plusieurs types d'incidents, mettons d'une façon théorique. Là. Ça peut être un bug, ça peut être un ticket qu'un client nous dit, ça peut être ton système qui est down. Puis la première chose, avant de parler d'outils, c'est comme classifier qu'est-ce que nous, on considère comme un incident. Puis normalement, mettons, la règle du pouce, c'est qu'il faut que ça impacte ta production. C'est pas genre un bug comme on a fait une typo dans une étiquette, là, un label. Ça, c'est pas un incident. Comment le capturer? Pour vrai, idéalement, c'est quasiment d'avoir un outil. Il y en a qui vont offrir. Tu peux sérieux, c'est quasiment d'utiliser un outil qui le permet. Mettons exemple, nous, on a utilisé des approches par webhook pour aller comme instrumenter puis connecter plusieurs systèmes ensemble pour agréger ça ensemble. Puis en plus, avec plusieurs équipes, ça finit que, mettons, tu cherches à le faire à la main sans outil qui fait ça, c'est que tu vas prendre du temps, l'enfer, pour capturer ça. Puis, en tout cas, je pense que c'est mieux de passer par un outil parce que sinon, tu vas prendre trop de temps. Puis des outils qui sont capables d'aller se coller à plusieurs sources de données pour le capturer. Merci. Salut. Bonjour. Merci pour ta présentation. Je me demande, tu avais une slide sur livrer des incréments de valeur. Peux-tu nous en donner quelques conseils là, que tu aurais pour justement travailler avec les product owners pour justement arriver à découper en plusieurs incréments de valeur? Comment, dans le fond, si je reformule, c'est comme comment prendre, mettons, un morceau puis l'amener à penser plus petit. Oui,
Ben, dépendant de la personne, tu sais, j'aurais plusieurs règles du pouce. Ben, moi, une phrase que j'aime bien, puis je le disais, c'est comment. Ben, tu sais, il y a des techniques de splitting de user story. Là. Premièrement, tu sais, mettons, nous, chez nous, on préconise beaucoup ce qu'on appelle spider. Donc, c'est comme des façons de découper des user stories. Donc, mettons, ça peut être un outil, tu sais, un. Puis quelque chose, moi, une image que j'aime bien, que je répète beaucoup, c'est comment on rend la vie plus facile mettons, le persona ou la personne en question, puis de chercher à avoir comme vraiment, tu sais, mettons exemple, là, tu veux envoyer une facture, mais lui rendre la vie plus facile, c'est peut-être pas d'avoir la facture au complet, c'est peut-être juste de savoir, mais c'est qui que je dois facturer, je peux-tu avoir son nom dans une page, exemple. Tu sais, j'exagère, là, mais c'est comme, oh, ben déjà, là, je sais qui est facturé. Ah, ben là, je viens de rajouter son adresse. Fait que là, si je peux voir où l'envoyer. Comme, tu ajoutes chaque fois comme l'information de plus qui te permet de te rendre là. Puis l'autre chose que j'ajouterais, c'est si tu es dans une position, ben, la première position à être dedans, c'est de séparer comme le déploiement d'une release. Puis il y a plusieurs techniques pour faire ça. Une qu'on connaît beaucoup, c'est par exemple les feature flags. Mais ça permet de pouvoir apporter des changements en production, puis que ça peut être caché. C'est pas obligé d'être release à tout le monde. Ça peut être accessible pour, mettons, 1 ou 2 ou 20% de la clientèle avec qui on teste. Fait que ça enlève comme un stress qu'on veut tester ou puis qu'on veut bâtir. Donc, c'est de reprendre, dans le fond, l'incrément de valeur, je dirais, c'est de la décortiquer avec des techniques comme, mettons, Spider. Puis la question que j'aime bien, c'est comment on lui rend la vie plus facile, puis que ce soit le plus petit possible. Mais ton plus petit, il faut que ça réponde quand même, est-ce que je lui ai rendu la vie plus facile? Parce que des fois, c'est comme trop petit, puis que ça ne répond pas à cette question-là. Fait que j'utilise ça comme barème, personnellement. Super, merci. Ouais, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est est-ce que tu as déjà rencontré des équipes qui ont de la résistance à faire de la livraison en continu? Puis si oui, c'est quoi les arguments? Ben, oui, ben, c'est, je dirais, plusieurs contextes différents. J'hésite à quelle histoire que je te raconte. Là. Il y en a. Ben, en fait, il y en a une. Il y a un axe que des fois, c'est juste, je dirais, une question de, je veux dire, comme de compétences, puis de se donner le temps de l'apprendre. Exemple, c'est comme apprendre à faire du strong base development. C'est comme du jour au lendemain, c'est comme attends un peu, c'est pas nécessairement évident. Il passe cet axe-là. Des fois, tu vas avoir comme un leader qui veut le faire, mais que les gens n'en perçoivent pas la valeur de se rendre là. Fait que, en arrière d'une situation comme ça, c'est est-ce que c'est associé à un problème qu'on vit? Fait que, souvent, la résistance, c'est comme ça règle quoi de faire ça? Ça m'apporte, what's in it for me? Ça m'apporte quoi à moi? Puis c'est d'essayer de le rendre visible. Puis idéalement, c'est capable. L'autre chose que j'aime bien, c'est de quantifier le problème, qui va être un autre comme mécanisme de défense, je peux dire. Parce que je peux pas me dire, les déploiements, c'est vraiment chiant. Ben, OK. Mais là, à quel point que c'est irritant, à quel point, c'est quoi l'impact que ça a? Sais-tu que ça prend 3 semaines ou que ça prend juste 20 minutes? Fait que, être capable de quantifier, mettons, une problématique serait une autre chose. Sinon, il y en a qui vont être en mode, mettons, ça ne s'applique pas chez nous, qu'on a beaucoup de, on est dans un contexte qu'on a beaucoup de compliance, fait qu'on ne peut pas. Puis ça finit, en tout cas, dépendant des situations, ça finit qu'il y a plusieurs choses qui sont faites manuellement. Fait que l'idée de la livraison continue, en fait, c'est ironique parce que dans une situation de même, c'est que justement, c'est pour but de dérisquer au maximum en automatisant le plus possible. Donc, ça serait de chercher à. Mais rendu là, c'est quasiment des. La plupart du temps, c'est des problèmes humains, c'est de faire comprendre, de rendre visible les problèmes, de le quantifier. C'est de pogner quasiment à chaque personne à la fois. Puis idéalement, c'est d'avoir quasiment un sponsor, quelqu'un qui est comme un leader organique ou qui peut te sponsoriser ton approche. Ou si ça que tu n'as pas d'ambassadeur, ça risque d'être difficile. Merci beaucoup. Yeah. Yes. Hey, merci beaucoup.